Bonjour à tous. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour parler recherche et développement. Je vais souvent dire à la place de recherche et développement R&D, donc ne vous étonnez pas. Et l'objectif de ce cours, c'est d'aborder la question pourquoi faire de la R&D. Le webinaire va se décomposer en trois parties. La première partie, une présentation d'exemples de résultats de R&D, issus de la R&D. Une partie questions-réponses, comme l'a évoqué Marine, des questions qui peuvent être posées dans le chat. Et puis, entre les deux, j'échangerai avec Gaspard de Massé, ici présent, qui travaille chez Balenciaga au service des archives. Gaspard de Massé dirige une équipe de 3 personnes qui a pour mission de préserver et conserver les collections ainsi que tous les éléments qui ont un intérêt vis-à-vis du patrimoine de la maison de Balenciaga. Et le but de ces archives est de faire rayonner les collections historiques et contemporaines au travers d'expositions, mais aussi auprès des services de création, conservateurs et d'étudiants. Et Gaspard de Massé expliquera ce qui l'a amené à faire de la R&D pour la première fois. Alors, je me présente aussi, Delphine Crampon. J'ai un doctorat en biologie et après une dizaine d'années à tutoyer l'appareillage, je me suis réorientée vers le conseil en financement de l'innovation. J'ai accompagné sur le sujet de nombreuses entreprises de toute taille, TPE, PME et grands groupes, et j'ai pu aborder les problématiques de compétitivité, de retour sur investissement de la recherche au travers des relations que j'avais avec les directeurs financiers notamment. J'ai ensuite rejoint le Carnomi et le projet CARA, toujours dans cette idée que la R&D est utile aux entreprises. Et en effet, je dirais que le projet CARA a pour vocation de se faire rapprocher deux univers, celui de la recherche et celui de la mode et du luxe. Donc peut-être que vous nous connaissez déjà, mais si vous ne nous connaissez pas, vous pouvez avoir une présentation détaillée de CARA, des laboratoires de recherche, des actions, etc., via notre site internet qui est mentionné en bas à droite de la présentation. Vous pourrez aussi y télécharger une des plaquettes. Donc, mon rôle au sein de CARA, c'est d'aller à la rencontre des entreprises pour les écouter, recueillir leurs besoins et voir comment on peut les accompagner sur les enjeux qui sont les leurs. Et un des constats que j'ai pu faire, c'est que les entreprises de la mode et du luxe s'emparent très peu de l'outil R&D comme une opportunité pour elles pour surmonter leurs problématiques. Et les entreprises que je rencontre me font souvent part de leur impression, de leur questionnement vis-à-vis de la R&D. C'est long, c'est cher, incompatible avec mes savoir-faire, etc. C'est pour ça qu'on vous propose ce webinaire aujourd'hui pour expliquer un petit peu ce qui peut être intéressant dans la R&D, même pour des entreprises de la filière mode et luxe. Alors, au cours de ce webinaire, je ne vais pas aborder les questions de comment faire de la R&D ou comment la financer. Ces sujets seront abordés dans un futur webinaire. Par contre, pour aller plus loin dans l'accompagnement des entreprises de cette filière, on a décidé de mettre en place d'autres formats, dont une formation diagnostique pour comprendre ce qui peut coincer, entre guillemets, et donner des outils pour aligner les envies de R&D et les moyens. Et d'ailleurs, cette formation aura lieu le 16 mars. Je mettrai en fin de webinaire une slide pour indiquer les modalités. On va aussi proposer des ateliers thématiques pour faire rencontrer les entreprises autour d'un même challenge ou d'enjeu, par exemple le développement durable, et permettre de faire naître des projets de R&D autour de cette dite thématique. Et le MES serait que des programmes de recherche ambitieux émergent de ces ateliers et puis puissent réunir plusieurs acteurs. Alors, avant de parler de R&D, il faut reparler d'innovation. Évidemment, je pense que tout le monde connaît l'innovation, puisque l'innovation n'est pas un phénomène nouveau. Depuis toujours, l'homme a innové, au départ principalement dans le but d'assurer sa survie, avec la maîtrise du feu, l'invention de la roue, puis comme facteur de progrès avec l'imprimerie, etc. Et puis de nos jours, l'innovation, on en parle partout, elle est partout. Et donc, si on recentre notre sujet du jour au niveau de l'entreprise, on sait que l'innovation permet d'augmenter la valeur de l'entreprise, par exemple en augmentant la productivité, puisqu'en améliorant le système de production, de distribution, voire les modes d'organisation, on gagne en productivité, donc en compétitivité. L'innovation peut permettre aussi de trouver de nouveaux marchés
Et être le premier sur un marché, c'est aussi pouvoir fixer son offre, ses tarifs et marquer les esprits avant que la concurrence ne rattrape l'entreprise. Et enfin, une stratégie d'innovation, c'est aussi un marqueur positif pour l'image d'une entreprise. Et là, je prendrai l'exemple de Hansaplast, qui a constaté, après le lancement du premier pansement en spray du marché, a réussi à passer de marque oubliée à marque dynamique capable de faire bouger un secteur poussiéreux. Je vous ai remis des chiffres de la Commission européenne qui montrent que les entreprises qui ont innové sur les 3 dernières années ont une croissance de 10% en moyenne de leur chiffre d'affaires contre une baisse de 3% pour celles qui n'ont pas innové. Alors, on a vu que l'innovation, c'était quelque chose de très positif pour la survie et le développement des entreprises. Et en fait, il y a plusieurs moyens d'aborder l'innovation. Il y a par exemple l'innovation incrémentale. On pourrait la résumer à faire un peu la même chose, mais en mieux. On reste sur les acquis de l'entreprise en termes de savoir-faire, de marché et d'organisation. Mais parfois, ce n'est pas suffisant pour soutenir le rythme, pour atteindre les ambitions de l'entreprise. Et d'ailleurs, ce qui est observé, c'est qu'actuellement, on a une accélération de l'obsolescence des innovations qui force les entreprises à devoir renforcer leur activité d'innovation et les rapprocher de l'innovation de rupture, donc aller vers plus de R&D sur les produits techno ou les organisations. Alors, toutes les entreprises innovent, mais on est convaincu que pour aller vers une innovation plus ambitieuse et radicale, il y a la voie R&D qui permet d'explorer au-delà des habitudes de l'entreprise. Et d'ailleurs, une étude de l'OCDE montre que la R&D est la première source d'innovation et qu'elle joue un rôle crucial pour les entreprises. Alors, elle peut se faire en interne à l'entreprise, mais ce n'est pas forcément nécessaire de recruter des expertises pointues. Elle peut donc se faire aussi en partenariat avec, pour avantage, notamment de partager les coûts et les risques. Alors, si on recentre un peu sur la filière Modelux, on sait qu'actuellement, cette filière doit amorcer des virages importants, comme par exemple la transition écologique ou la relocalisation à l'industrie 4.0. Et nous, on est persuadé que la R&D peut amener des solutions nouvelles. Alors, on ne parle pas forcément de tout automatiser, bien au contraire, mais de s'appuyer sur des technologies ou des modèles d'organisation innovants qui peuvent préserver les savoir-faire, les compétences et le dynamisme de l'emploi, voire l'attractivité des carrières au-delà même de la notion de compétitivité de l'entreprise. Mais force est de constater que dans cette filière-là, très peu sont les marques qui possèdent un département de recherche et développement, ou alors elles s'appuient rarement sur la recherche scientifique pour assurer leur développement, comme dans d'autres secteurs. Excusez-moi. Alors, pourquoi ces réticences? En fait, on pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur le sujet, ce que j'évoquais en introduction, trop éloigné de mes problématiques, ce n'est que pour les grandes entreprises, elle n'est pas adaptée à mon fonctionnement, etc. Et en fait, pour répondre à ces idées reçues, on a fait délibérément le choix de s'appuyer sur des exemples impliquant des laboratoires de recherche publics pour montrer qu'elle peut apporter des solutions. Alors, concrètement, la recherche, c'est quoi? On pense d'abord aux technologies, longue durée et grands groupes, évidemment. Et c'est par exemple un décollage toutes les 2 secondes d'un avion équipé du moteur CFM56 de Safran, qui est quand même le moteur le plus vendu de tous les temps et qui bat des records de longévité. Et pourquoi? Parce que Safran est toujours à la pointe de la R&D et investit massivement dans la R&D. Je vous ai mis à droite une petite photo d'une aube de turbine, qui est un élément important du moteur, parce qu'on est aussi fiers que nos laboratoires contribuent à ce succès. Et là, c'est le travail du Centre des matériaux de mine ParisTech qui a pu définir des matériaux de très, très grande qualité et des mises en forme de très haute précision pour contribuer à un moteur aussi performant. Je vous propose de prendre 2 autres exemples aussi. Par exemple, le tableau de bord de la Renault Zoé,
où la R&D a permis de définir la carte d'identité de l'apparence visuelle et le ressenti tactile des matériaux. Et la R&D a déterminé l'influence des procédés de fabrication sur ses propriétés sensorielles. On peut aussi citer pour L'Oréal l'utilisation du deep learning pour améliorer l'imagerie. Et en fait, c'est important pour L'Oréal d'avoir cet outil-là parce qu'il sert des outils d'évaluation de l'efficacité des crèmes. Alors, évidemment, la R&D n'est pas que technologique. Et là, je reprendrai l'exemple de recherche chez Dom Pérignon. En effet, on a de nombreuses organisations parmi les plus renommées et historiques qui sont confrontées à une problématique cruciale. Comment innover tout en restant soi-même? Comment créer une rupture tout en respectant une tradition? Et en fait, pour y répondre, la maison de champagne Dom Pérignon a mené un programme de recherche sur 3 ans, un travail de formalisation de son propre patrimoine avec pour objectif de permettre à l'ensemble des acteurs impliqués, c'est-à-dire chefs de cave, œnologues et services marketing, de créer de nouvelles expériences de consommation en restant fidèles à l'histoire, à la vision de la marque. Et ce travail a fait émerger la notion de patrimoine de création, qui est un nouvel outil maintenant partagé par tous ces acteurs de l'entreprise pour assurer une dynamique d'innovation. Alors là, on se dit évidemment avec ces exemples que la R&D n'existe que pour les grands groupes. Je vais revenir du coup sur quelques études au travers de 2 graphes. Le premier à gauche qui montre que les entreprises de plus petite taille, voire là à gauche inférieure à 500 personnes, sont capables de réellement avoir des dépenses internes de R&D. Et si on regarde à droite le camembert concernant les chaires ANR, on constate qu'un tiers sont portés par des entreprises qui ne sont pas des grands groupes. Ce qui est assez significatif, sachant qu'une chaire ANR correspond à 4 ans de recherche avec une partie de recherche, on va dire, fondamentale, donc des programmes de recherche relativement ambitieux. Alors, la R&D, ce ne sont pas forcément des grandes chaires sur 4 ou 5 ans, ça peut être aussi des projets de cours, de quelques mois. Et là, je vous ai mis l'exemple de l'atelier Lima, qui est adossé à la fondation Luma, basée à Arles et qui a pour vocation d'être un centre culturel expérimental dédié à la construction. Et en fait, cet atelier essaye d'imaginer des façons innovantes et durables d'utiliser les ressources naturelles de la région. Et alors, elles ont accédé à une plateforme technologique au sein des laboratoires de l'IMT Minales et en collaboration avec les chercheurs, ils ont pu trouver une formulation de poudre d'algues pour l'impression 3D à destination de l'art de la table. Donc, un format court, mais avec de vrais impacts pour la structure ou l'entreprise. Je vais aussi vous parler des sociétés Moulinage du Solier et Moulinage et Texturation réunies, qui sont 2 petites PME localisées à Dunières, soit à peu près moins de 30 personnes, et ils ont abandonné les grandes séries pour aller vers des marchés de niche. Et depuis 2015, le gérant ne cesse de développer de nouveaux procédés pour imaginer le fil de demain. Et là, je vous ai mis l'exemple du fil photoluminescent dédié aux fonctions signalétiques et d'éclairage pour des secteurs industriels qui sont très demandeurs, comme le bâtiment, l'habillement, l'aéronautique. Et ce fil est en cours de développement avec un laboratoire de l'école Sigma Clermont. À noter qu'ils ont pu bénéficier d'un soutien et de la région et de l'Europe. Alors, je voudrais revenir au laboratoire des centres de matériaux de Miniparitech, qui est, je vous l'ai dit, très à la pointe, notamment dans la construction des moteurs d'avion avec Safran. Ce qui est intéressant avec ce centre, c'est qu'ils sont aussi capables d'accompagner des artisans d'art, comme Arca. Arca est un atelier spécialisé dans le bois gonflable, bois souple et bois thermoformé. Et pour le gérant d'Arca, Steven Leprisé, la R&D peut être au cœur de la démarche d'un artisan d'art qui cherche sans arrêt à pousser les limites de sa technique pour servir sa créativité. Et donc, Arca a engagé un programme de 3 ans
sur le sujet de la projection thermique sur bois précieux parce qu'il est persuadé que dans les 10 ans à venir, les machines de projection thermique pourront équiper les ateliers. Je rappelle, la projection thermique, c'est une technologie qui permet de couvrir le support de n'importe quelle matière, de donner de nouvelles propriétés, de permettre certains assemblages de matériaux, voire même faire de l'ajout de matière, un peu comme le ferait une imprimante 3D. Et donc, pour Arcal, l'objectif est d'intégrer des technologies issues de laboratoire pour augmenter la capacité créatrice, mais sans remettre en cause son identité ou son savoir-faire. À droite, vous avez le Liargo qui a reçu le prix de l'intelligence de la main. Et là encore, le laboratoire a participé à cette réalisation grâce à la projection thermique pour couvrir de cuivre ce berceau selon des motifs bien précis et spécifiques afin de former une cage de Faraday protectrice contre les ondes. Donc là, on voit que la R&D, c'est autant Safran que Arca et que chacun a sa solution au regard de ses besoins. Alors, pour conclure, je dirais que la R&D peut être une réponse nouvelle, proposer des solutions nouvelles et opérationnelles aux besoins, qu'elle s'adapte aux modalités de l'entreprise et qu'elle permet à l'entreprise d'être ouverte sur d'autres univers tout en s'appuyant sur les savoir-faire et l'organisation existants. Mais pour mieux illustrer tous ces propos, ce que je vous propose, c'est d'échanger avec Gaspard de Massé, qui, je vous rappelle, travaille au service des archives de Balenciaga et qui a initié très récemment sa première démarche R&D. Est-ce que... Bonjour. Bonjour. Merci Gaspard Massé d'être avec nous. Alors, je vais commencer par la première question. C'est quelle était votre problématique et du coup, pourquoi faire de la R&D? Alors, pour démarrer, je vais recontextualiser un peu l'histoire de la maison par rapport au développement, par rapport à la problématique qu'on a, c'est-à-dire que l'innovation a toujours été au cœur des recherches et de la création de Cristóbal Balenciaga. Tout au long de ses créations, il a toujours cherché à innover et créer des nouveaux matériaux. Et donc cette innovation a perduré au sein des différents créateurs et s'est accentuée avec Damna Gvasalia, donc arrivé en 2016. Et donc la problématique qu'on a maintenant, c'est l'état des collections. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à restaurer les collections qu'on a archivées il y a 1 an ou 2 ans. Parce que l'innovation va tellement vite que du coup, on se retrouve un peu en retard. Alors, pourquoi enclencher un programme de R&D et pas s'appuyer sur des solutions classiques d'innovation, d'adaptation, d'optimisation, mais faire le grand saut vers un test? Parce que c'est des matériaux nouveaux et surtout, on avait déjà testé toutes ces techniques dites classiques. Et en fait, les matériaux qu'on développe ne permettent pas de mettre en place une restauration classique. Et donc pour cela, on avait besoin d'aller plus loin et donc de partir dans une recherche plus approfondie, accompagnée de laboratoires, d'ingénieurs, de scientifiques pour essayer de trouver une solution. Du coup, comment la démarche a-t-elle été initiée en interne? Est-ce que vous connaissiez déjà ce qu'était la recherche ou est-ce que justement c'était une approche tout à fait nouvelle pour vous? Non, c'était tout à fait nouveau. C'était un grand saut dans l'inconnu. Et mais la présidence est assez soucieuse en fait du patrimoine parce que le service des archives est un service qui est assez ancré. Donc elle nous a soutenus dans cette démarche et ça s'est fait de manière assez fluide. D'accord. Donc du coup, vous n'avez pas eu de difficulté à convaincre la direction de vous suivre dans cette aventure? Non. À part nous en interne, en fait, vraiment,
cerner bien déjà comprendre ce qu'est le monde de la recherche, comprendre tous les interlocuteurs, savoir ce qu'on veut faire, savoir quel protocole on veut créer. Tout ça, ça a été pas compliqué, mais il y avait des longs temps de réflexion. Mais une fois que la maison avait donné son accord, ça nous a permis de mener à bien le projet. Et au démarrage du projet, est-ce que vous-même, vous aviez des craintes par rapport à la réalisation de ce projet? En fait, oui, en fait, en y repensant, je vois, c'était comme ça me fait penser à quelque chose, oui, comme un buffet, mais un très bon buffet d'hôtel où il y a énormément de choix, tout va être très bon, et voilà, c'est qu'est-ce qu'on choisit, où est-ce qu'on s'oriente, avec qui on a envie de travailler, avec qui on a envie d'essayer de créer quelque chose. Et du coup, il y a tellement de possibilités que c'est ça, c'est cet inconnu en fait qui est assez effrayant, mais en même temps très attirant. Et est-ce que vous avez déjà, alors ça fait pas très longtemps que le projet a démarré, mais est-ce que vous avez déjà des premières retombées ou de quel ordre? Est-ce que, sans parler de résultats et rentrer dans le détail, hein, mais voilà, est-ce qu'il y a des retours déjà de cette démarche en interne? Pour le moment, non. Il n'y a pas de démarche vraiment sur ce qu'on va faire parce qu'on est encore au stade de la recherche. Après, ce que j'ai découvert, c'est qu'à l'intérieur de ça, on pouvait ouvrir en fait d'autres sujets de recherche au sein de cette thèse. Et du coup, voilà, on a mis en place un projet en fait à court terme qui peut nous donner des résultats. D'accord. Et est-ce que vous pensez que c'est une démarche ponctuelle, c'est-à-dire qu'une fois la thèse finie, voilà, vous enclencherez peut-être pas un autre projet, ou vous pensez pérenniser ce type d'approche via la R&D, trouver des solutions pour votre service? Même s'il y a un résultat positif ou négatif, j'espère que en tout cas ça aura permis déjà de savoir que la R&D est possible et surtout d'ouvrir en fait au sein soit de la maison auprès des autres services, soit au sein du groupe, la possibilité d'aller dans cette filière-là. Juste une question qui, je pense, est aussi intéressante. Est-ce que vous avez déjà mis quelques ajustements? Vous avez parlé que vous avez enclenché un autre programme de R&D de manière connexe, on va dire, sur un format court et un peu plus concret. Est-ce qu'il y a d'autres choses en termes d'ajustement que vous avez fait là sur cette première année de recherche? Non, à part ce petit programme-là, non. Après, les ajustements, ils sont faits un peu pas au jour le jour, mais en fonction on va dire, des points importants. Voilà, c'est toujours savoir, en fait, la question, c'est est-ce qu'on est bien dans l'optique d'arriver au protocole qu'on a envie de créer. Ouais. Toujours garder le cap et l'objectif initial de la recherche. Je vous remercie pour toutes ces réponses aux questions et du coup, je vous propose de prendre les questions qui ont été posées au travers de la plateforme et du chat pour qu'on puisse interagir cette fois avec les participants. Alors, quel est le profil de la personne en thèse? Je pense que ça, c'est pour Gaspard. Alors, donc c'est une restauratrice qui s'appelle Stéphanie Ovide, qui travaille avec nous depuis une dizaine d'années, qui restaure les vêtements de nos collections, qui a été pensionnaire à la Villa Médicis il y a 1 an ou 2, et qui a restauré, en fait, enfin qui a créé un protocole de restauration sur des broderies métalliques. Et donc par ce passé-là, en fait, ça nous a permis en fait de continuer en fait ce travail de recherche qu'elle a mené, mais au sein des collections de la maison. Donc c'est une restauratrice textile.
Merci de cette réponse. On a une autre question de Julien. Qu'entend-on par restauration de ces matériaux nouveaux? Cherche-t-on une méthode innovante pour faire durer dans le temps toute une famille de produits ou de matériaux, ou une méthode pour réparer Un peu des deux. L'idée, c'est aussi, oui, de faire durer le matériau, enfin, ouais, de faire durer les matériaux, de trouver un protocole qui puisse, en fait, englober beaucoup de nouveaux matériaux, et ensuite qu'on informe les services de création et de dire, ben voilà, ces matériaux-là, dans le temps, ils se détériorent de telle manière. Donc, ce qu'on vous propose avec ce protocole-là, c'est plus de guider une certaine forme de création de matériaux. Je ne sais pas si c'est très clair. Merci pour cette réponse. Une autre question d'Agnès. La démarche de R&D est-elle initiée par le service ou par une direction R&D? Non, c'est par notre service, c'est par le service des archives avec Stéphanie. Et il n'y a pas de direction R&D au sein de la maison, mais plus au sein du groupe Kering. Donc l'idée après, voilà, c'est une fois qu'on aura des éléments peut-être concluants ou qu'on aura bien avancé sur cette thèse, d'aller échanger sur ce qu'on a mis en place avec le service R&D du groupe. Ok, parfait. Une question de Gilles. Est-ce possible d'être plus précis concernant les matériaux et la recherche entreprise? Alors concernant les matériaux, c'est tout ce qui n'est pas cousu à la machine en fait, notre problématique. Tout ce qui est assemblé au nucléus, donc c'est une machine à ultrasons, tout ce qui est thermoformé, tout ce qui est à base de colle, voilà, tout ce qui ne concerne pas en fait des points de piqûre machine ou à la main. Donc c'est vaste. Merci. Une autre question de Stéphane. Comment les différents sujets d'innovation sont pilotés par la direction et avez-vous une vision du ROI des sujets d'innovation? Alors qu'est-ce que le ROI? C'est le retour sur investissement. D'accord. Alors les différents sujets. Non, enfin les sujets d'innovation au sens plus large, ça j'ai pas connaissance. Nous, au sein du service des archives, c'est vraiment le patrimoine qui cherche à trouver, à innover, mais dans le sens de la restauration. Et là-dessus, donc la direction nous accompagne entièrement. Et du retour sur investissement, non, ça là-dessus, j'ai pas encore réfléchi à ça. Et puis, le retour sur investissement, si en fait pour nous, c'est le rayonnement du patrimoine, de l'héritage. Si les collections sont en mauvais état, on ne peut pas les exposer. Si on arrive à trouver une solution, et du coup, on peut les présenter à un public et donc faire parler de l'histoire de la maison. Merci beaucoup de cette réponse. Une autre question de Stéphane. Avez-vous un exemple précis d'action et de réalisation? Je ne peux pas en parler tout de suite. Ça reste confidentiel. Merci. Alors, on a aussi une question de Clarisse. Votre ambition est d'adresser la R&D dans la mode. Pourriez-vous être plus spécifique? L'idée, c'est comme la mode, c'est quand même un petit monde, mais comme le monde de la recherche, mais je veux dire, dans le monde de la recherche, il y a peut-être plus d'échanges sur la recherche et le développement. Dans le milieu de la mode, c'est plus confidentiel. Du coup, voilà, l'idée, c'est aussi de dire, on a créé un protocole de restauration, on est ouvert, en fait, et on est libre pour échanger autour de ce protocole-là. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de croiser ce monde de la recherche et de la mode, de l'ouvrir un peu plus. Ok, merci de ce retour. Donc, j'invite nos participants à envoyer des questions. Juste pour répondre à la dernière question, j'invite de nouveau à aller voir sur notre site internet les preuves de concept que les chercheurs peuvent proposer, notamment pour des chercheurs de l'IFTH. Je citerai par exemple des Coltex ou des choses comme ça qui sont vraiment des projets en lien direct avec la partie mode de la filière mode et luxe. Merci Delphine.
Donc, Annabelle a mis dans le chat aussi le site web. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le site web de Cara. Alors, du coup, Delphine, est-ce que tu reprends la suite de la présentation? Oui, bien sûr. Juste pour deux petites informations. Donc, hop, on est passé, voilà. Alors, évidemment, je vous remets le lien de contact si jamais vous souhaiteriez avoir des précisions sur ce webinaire, les éléments évoqués ou vis-à-vis de questionnements par rapport à votre activité, votre organisation, si vous avez un besoin particulier voilà, à nous soumettre. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour prendre rendez-vous. Et puis, le deuxième élément que je voulais évoquer à la fin de ce webinaire, c'était la fameuse formation diagnostic innovation qui aura lieu le 16 mars et qui est en partenariat avec STEAM, qui est un cabinet de conseil en innovation et plutôt en innovation de rupture. Et je vous invite à vous inscrire dès à présent, toujours sur contact@carainnovation.com. Voilà. On vous remercie pour votre participation. Merci Gaspard de Massé pour le jeu des questions-réponses. Merci.